Bonjour, donc aujourd'hui nous allons parler des actions mécaniques. Alors on va commencer par essayer de définir ce qu'est une action mécanique. Alors c'est en fait un phénomène physique qui est capable de plusieurs choses. Dans un premier temps, déplacer un corps, déformer ou rompre un corps, ou tout simplement maintenir un corps en équilibre. Alors dans ces actions mécaniques, on va en distinguer plusieurs types en fonction de la façon dont elles agissent. On va distinguer d'abord les actions mécaniques de contact, qu'on appelle aussi surfaciques, qui vont agir entre les surfaces de contact, entre les pièces qui vont s'exercer des efforts. Donc on va voir ça à travers deux exemples. Donc premier exemple, on va voir simplement comment s'exerce un contact entre deux pièces et les effets que ça peut avoir. Il faut être un petit peu patient. Voilà, donc on va voir comment l'effort de la grue sur la voiture, donc c'est une action mécanique. Donc cette action mécanique est capable de déformer, de casser et de déplacer ou de maintenir en équilibre. Voilà, donc là il y a bien contact entre la grue et le véhicule. Et donc on va voir qu'à la fin, il reste plus grand chose du véhicule. Voilà, donc voilà pour ce qui est du contact. Alors, autre exemple, il peut y avoir contact de façon moins évidente. Là, vous avez un exemple de personnes qui s'entraînent dans une soufflerie. Donc, qui s'entraînent pour faire du vol en chute libre. Et donc là, il y a bien action du vent sur les bonhommes. Et donc, il y a bien contact des molécules d'air sur la surface des habits des bonhommes. Donc, on est bien sur l'action mécanique de contact, même si c'est pas visible. Je vous laisserai ces vidéos, je vous donnerai les liens pour que vous puissiez les voir en entier sur internet. Voilà. Alors, autre type d'action mécanique, c'est celle qui s'exerce à distance. Voilà, comme Maître Yoda avec les vaisseaux spatiaux. Donc, elle s'exerce à distance et elle s'exerce sur tout le volume de la pièce. Elle ne s'exerce pas que en surface. Donc, dans ces actions mécaniques, il y en a une à laquelle vous pensez sûrement, qui est l'effort magnétique, donc qui est exercé par un champ magnétique entre deux pièces. Donc, il n'y a pas besoin qu'il y ait contact entre les pièces pour que l'effort s'exerce. Donc, je vous montre un exemple d'une expérience menée dans une école d'ingénieurs à Lyon, donc l'école centrale de Lyon, donc où des étudiants vont faire de la lévitation magnétique avec des supraconducteurs pour avoir un meilleur. Alors l'avantage du supraconducteur, vous allez voir, c'est qu'en fait on peut avoir un champ magnétique qui ne dépend pas de la distance entre les objets. Comment ça marche? Tout repose sur un élément clé, le supraconducteur. Lorsqu'il est refroidi à une certaine température, ici celle de l'azote liquide, il acquiert des propriétés magnétiques qui lui permettent de léviter de manière stable. Ouais, c'est sympa. Voilà, donc vous classiquement vous avez l'habitude d'avoir un champ magnétique sur un aimant qui est proportionnel qui dépend de la distance. Et donc là. L'évolution du train n'est donc pas soumise au frottement mécanique car il n'y a aucun contact avec les rails. Pas de contact. Il peut encore tourner pendant longtemps. Action mécanique à distance. Presque. Donc en fait on a les supraconducteurs se réchauffent. On a des aimants qui sont collés, les aimants, vous voyez, c'est des aimants néodymes. Cette fois, on pourrait pas le faire démarrer tout seul, ton train? Tu n'as pas prévu un système de propulsion? Bah si, un moteur linéaire. Donc toujours l'effet magnétique. Appelé induit sur le train. Et à chaque fois qu'il passe devant l'inducteur, il est propulsé à une certaine vitesse.
entretient son mouvement et tourne encore bien plus longtemps qu'avant. On peut faire des trucs de folie avec ça alors. Donc là, c'est toujours l'action du champ magnétique. Donc, sans contact entre les objets, donc ça s'exerce sur tout le... Le train tient à l'envers. On va pouvoir s'amuser un peu sur un nouveau circuit. À distance et sur le volume des pièces. Donc 12 kg à peu près par centimètre carré d'effort avec ces aimants en néodyme. Donc c'est des aimants qui sont très puissants, mais qui coûtent cher. Là, ils en ont pour une petite fortune pour leur circuit. Voilà. Donc voilà pour l'effort magnétique. Alors on a un effort classique qui s'exerce à distance, auquel on est soumis tous les jours, qui est l'effort de la Terre sur nos corps. Donc c'est l'effet de la gravitation. Donc le fait que les masses s'attirent. Donc quand on a des masses qui sont très importantes comme la Terre exerce sur nous le poids. Il y a probablement un échange donc, ce poids, on va le voir à travers une vidéo qu'on ne regardera pas en entier parce qu'elle dure trop longtemps et que je vous invite à aller regarder sur les liens que je vais vous donner. Où donc un astronaute, Félix Baumgartner, a sauté d'une sonde qui était à 40 km de hauteur à peu près. Voilà, donc il va faire une chute libre, la plus grande chute libre record du monde. Et donc la force qui va l'attirer vers le sol, c'est le poids qui s'exerce sur lui à distance. Voilà, donc je vous laisserai regarder, les commentaires sont relativement intéressants. Donc ça c'est le poids des solides. Le poids s'exerce sur tous les solides. L'effet de la gravitation. Et donc autre action mécanique qui s'exerce à distance, ce sont les forces électrostatiques. Donc qui sont d'intensité beaucoup moins importante que celle qu'on a vue avant, mais qui permettent, voilà, si on charge positivement ou négativement les cheveux de l'enfant, qui vont se dresser parce qu'ils ont des charges qui sont opposées à celles de l'air ambiant. Voilà, donc sans contact. Voilà pour les types d'actions mécaniques. Donc maintenant on va voir un peu plus en détail comment on va modéliser mathématiquement ces actions mécaniques pour pouvoir travailler avec. Donc avant de faire ça, on va voir un principe qui s'appelle le principe des actions réciproques, alors qui n'est pas forcément intuitif, mais il faut savoir que quand on a deux objets qui s'exercent mutuellement une force, la force de l'objet 1 sur l'objet 2 est exactement la même que la force de l'objet 2 sur l'objet 1. Il y a juste le sens qui est opposé, mais l'intensité de la force est exactement la même. Donc quand vous tapez avec une balle sur une raquette, la force de la raquette sur la balle est exactement la même que la force de la balle sur la raquette. Alors la force la plus simple, on parlait de la balle sur la raquette, c'est la force ponctuelle qui s'exerce entre deux solides en contact, donc une force surfacique. Donc cette force ponctuelle, on va la définir avec différentes propriétés. Donc premièrement, un point d'application, qui est l'endroit où il y a contact, donc c'est le point de contact. Ensuite, une direction, donc qui est la droite d'action de la force. Donc cette direction, c'est perpendiculaire au contact. Donc vous avez le contact qui est ici, là vous avez le plan de contact, donc perpendiculaire au plan de contact. Elle a un sens, cette force, donc elle va s'exercer du solide 1 sur le solide 2, si on étudie l'effort de 1 sur 2. Et elle va avoir, cette force, une intensité, une valeur qui va s'exprimer en newton, donc qui est l'unité de force. Et donc cette intensité, qu'on appelle aussi norme, elle est proportionnelle à l'effort qui va s'exercer entre les deux solides. Voilà, donc force, intensité, newton. Et donc on s'aperçoit que ces propriétés, il y a des choses que vous connaissez, direction, sens et norme, c'est les propriétés d'un vecteur. Donc tout ça, c'est les propriétés d'un vecteur. Et nous, en mécanique, on utilisera donc le vecteur pour étudier les forces, auquel on ajoutera, nous, un point d'application, puisqu'en maths, on sait qu'un vecteur, il est le même qu'il soit dans l'espace, donc il n'a pas de point d'application. Donc nous, on appelle ça un vecteur lié, vecteur plus point d'application.
Et au niveau de la dénomination, pour avoir quelque chose qui soit relativement clair, donc les vecteurs force, on va les appeler, on va leur donner comme nom le point de contact, donc A. On va dire de quel solide sur quel solide il s'exerce, donc là c'est A de 1 sur 2, et on met une flèche puisque c'est un vecteur. Voilà pour la force ponctuelle. Autre force qu'on va voir souvent, c'est le poids d'un solide. Donc le poids d'un solide, on a vu tout à l'heure que c'était la gravité qui s'exerçait sur toutes les particules du solide. Et donc chaque grain de matière est soumis à la gravité, hein, et donc est soumis au poids. Sauf que pour faire les calculs, on va utiliser un modèle plus simple, on va faire un modèle équivalent, où on va, au lieu d'avoir une infinité de petites forces élémentaires, on va additionner toutes ces forces et dire que c'est équivalent à une seule force exercée au point G, qui est le centre de gravité du solide. Voilà. Alors c'est pas un modèle réel, hein, parce que si c'était réellement ce qui se passait, vous auriez très mal à l'estomac, parce que c'est à peu près là que se trouve votre point G. Donc c'est pas la réalité, mais c'est ce qui va nous permettre de faire des calculs. Et donc cette force, son point d'application, ce sera donc le centre de gravité G, sa direction toujours verticale, et son sens vers le bas. Attention, ne pas confondre la direction et le sens. La direction, c'est l'axe, et le sens, c'est dans quel sens on se déplace sur l'axe. Et enfin, sa norme de ce poids, qu'on va appeler P, donc sa norme, elle est égale à M fois G. M, c'est la masse en kilos, et G, c'est l'accélération de la pesanteur, qui vaut 9,80 mètres par seconde au carré. Et nous, pour les calculs, de façon plus simple, on prendra généralement 10 mètres par seconde au carré. Donc votre poids en newton, il est égal à votre masse multiplié par 10. Donc si vous pesez, ou plutôt si votre masse est de 70 kg, votre poids est de 700 newtons. On verra aussi la force exercée par un ressort. Donc un ressort, plus on le déforme, plus il résiste. Et il va résister dans le sens, il va essayer de s'opposer à sa déformation. Donc la force exercée par un ressort, son point d'application, c'est l'endroit où on exerce le contact. Sa direction, c'est l'axe du ressort. Et le sens s'oppose au déplacement. Quant à sa norme, eh ben, elle va être proportionnelle à sa déformation. Donc la déformation peut être positive ou négative, suivant qu'on comprime ou qu'on le tend. Mais en valeur absolue, la force, elle sera proportionnelle à ce qu'on appelle delta L, la variation de longueur. Donc longueur déformée moins longueur au repos. Et le facteur de proportionnalité qu'on aura entre les deux s'appelle la raideur K. Donc raideur du ressort en newton par mètre ou newton par millimètre, suivant qu'on prend la variation de longueur en mètre ou en millimètre. Autre force qu'on va étudier, c'est la force de pression. Quand vous avez un fluide sous pression, eh bien, il va exercer sur les surfaces sur lesquelles il est en contact une force. Donc comme pour le poids, on va utiliser un modèle équivalent. Là, vous avez en fait la pression qui s'exerce uniformément sur toute la surface, et nous, on va résumer ça à une seule force qui va être exercée au centre de la surface. Donc on prendra comme point d'application de la force le centre géométrique de la surface, comme direction la perpendiculaire à la surface, donc la normale au contact, comme sens du fluide vers le solide sur lequel il appuie, et l'intensité de cette force, donc la norme du vecteur, sera égale à la pression fois la surface. Force égale pression fois surface. L'unité de cette force, c'est des newtons, donc la pression, c'est des pascals, et la surface, c'est des mètres carrés, sachant que des pascals, en fait, c'est des newtons par mètre carré. Alors, pour des raisons pratiques de calcul, pour manipuler des chiffres moins gros, on va souvent travailler avec des pressions en mégapascales, et donc ça voudra dire que la surface devrait être exprimée en millimètres carrés au lieu de l'exprimer en mètres carrés. Et donc c'est homogène, hein, puisque 1 mégapascal, c'est 1 million de pascal, et 1 millimètre carré, c'est 1 million de fois moins qu'un mètre carré. Voilà pour cette première partie sur les actions mécaniques. On verra après d'autres types d'actions mécaniques qui ne sont pas des forces, hein, qui ont tendance à faire tourner les objets, qu'on appelle les moments des forces ou les couples. Pour l'instant, on s'arrête ici sur la notion de force en newton et les différentes forces qu'on va pouvoir appliquer sur les solides. Voilà.